Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Collapso. Penser l'effondrement quand on est maman, voici le thème de cette émission. Et j'ai la chance d'avoir deux invités exceptionnels, Natacha et Flo. Natacha et Flo sont deux mamans qui se sont installées en Dordogne dans le cadre du projet de la commune imagénie du Bandiat. Et donc on a décidé de parler aujourd'hui de ce que c'est qu'être maman quand on décide de changer de vie et de venir s'installer ici. Bon, Natacha et Flo, je vous propose tout d'abord de vous présenter un petit peu. Je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je m'appelle Florence. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Maya, qui vient d'avoir 11 ans, dont on a fêté l'anniversaire il n'y a pas longtemps, ensemble. On est arrivé il y a 15 jours, un petit peu plus de 15 jours maintenant, pour s'installer ici. Et voilà, donc c'est le début de l'aventure au Bandiat pour nous. Super. Voilà, Et moi, c'est Natacha, maman de 3 enfants, 3, 10 et 18. J'ai pris la décision de venir ici au mois de mai-juin. Et je suis réellement propriétaire d'une maison à Piédu aujourd'hui. Voilà, pour le moment, c'est une venue sans mes enfants. J'espère bien réussir à les faire venir avec moi dans cette commune imaginée du Bandiat. Alors cette émission, elle intervient parce que j'ai eu un commentaire sur la dernière vidéo. Ça commence. Oh, l'église! Voilà, dans chaque vidéo, nous aurons le droit à l'église. C'est Bah oui. chouette. Ça scande. Et les gens verront, je fais toutes mes vidéos à la même heure en plus. C'est le moment Ah oui, où ça sonne le plus. 10, Ouais. 11 Ouais, heures. en Là, plus, c'est 11 heures. c'est toujours les pires heures. Ah. C'est tout. Ouais, mais dans une minute, ça recommence. Ouais, T'as 2 minutes. chouette. Je sais plus où j'en étais. Non, oui, là, donc la première question qu'on a dans l'émission, c'est comment vous avez pris conscience et connaissance de l'effondrement, de la collapsologie, de ces thèmes-là, et qu'est-ce que ça a fait sur vous à ce moment-là? Alors moi, c'est assez récent. C'est l'été dernier, un copain qui m'en parle un peu comme ça. Va voir sur YouTube, collapsologie, tu verras. Bon. Puis qui a l'air de sous-entendre que la situation va encore plus mal que ce que je pensais. J'ai rangé ça dans un petit coin de ma tête, et puis l'arrivée de l'automne, je me suis mise à regarder des vidéos et à lire des livres. Et là, ça a été ultra dur pour moi. C'était la découverte d'un effondrement global, et ça m'a mis dans un état d'effondrement perso, individuel, très profond. Passer l'état de tristesse, ensuite, c'est bon, qu'est-ce que je peux en faire de ça? Comment est-ce que je réagis? Comment je fais pour m'y préparer? Voilà. Et puis, forcément, qu'est-ce que je dis à mes enfants? Tout ce que j'ai dit à mes enfants, genre travailler à l'école, ça sera bien pour trouver un métier plus tard, ou fantasmer d'être mamie, ou de la voir rentrer dans sa maison. La première fois qu'elle me présentera son petit copain, c'est faire le deuil de tout ça, découvrir l'effondrement. Voilà. Et une fois que j'ai eu passé la phase dépressive, on prend des décisions. Et la décision, c'était d'arriver ici. Alors du coup pour moi rien à voir avec tout ça, c'est assez différent. Je pense que déjà la question pour moi de changer mon mode de vie est arrivée avec en même temps que la naissance de Maya. Donc tout ça avait du sens depuis longtemps. Après, plus Maya grandit, plus elle a exprimé des choses, plus elle a eu des demandes, des besoins que j'ai appris à écouter et qui m'ont amenée jusqu'ici. Donc la question de l'effondrement, j'ai envie de dire, je pourrais pas dire à quel moment j'en ai entendu parler, ce que ça m'a fait en moi, parce que finalement ça a été graduel depuis que je suis devenue maman. De toute façon, j'allais vers un changement de vie et donc ça a du sens en fait. Voilà.
Je sais pas comment Quel vraiment genre l'exprimer. Quel genre de besoin elle exprimait, par exemple, Maya? Le besoin de se reconnecter à la nature et à des choses simples, essentielles. Elle a eu aussi des difficultés finalement à s'intégrer en ville, à une société, la société qui fonctionne aujourd'hui. Donc en écoutant ces difficultés-là et son mal-être, on est allé petit à petit vers la nature, vers alors qu'est-ce qu'on mange, comment on fait son jardin, comment on cultive, comment on peut vivre en communauté. Et voilà, toutes ces questions-là sont venues avec le fait que Maya le demandait, en fait. Bon, on a de la chance avec les bruits de la campagne. Toi, Natacha, quand tu as pris connaissance de tout ça, est-ce que tu en as parlé à tes enfants ou est-ce que tu as gardé ça sous silence pendant pas mal de temps ou est-ce qu'aujourd'hui tu en parles avec eux? Au début, c'est une découverte très très solitaire. D'abord, c'est tellement effondrant qu'on n'a pas envie de le faire vivre aux autres. Il y a juste une personne avec qui j'ai partagé ça, c'est mon meilleur ami, mais sinon, j'en ai parlé ni à mon conjoint du moment, ni à mes enfants, ni même à ma famille. C'est une fois que j'ai traversé ce moment-là, et quand moi j'ai été plutôt en up, de sortie de la tête de l'eau, que là j'ai pu formuler des choses. Et je suis pas allée jusqu'à l'effondrement, on va tous mourir. J'ai parlé de, reconnecter à la nature, ça me plaît bien, c'est savoir être heureux avec des choses simples. Sur fond de crise climatique, parce qu'on faisait déjà des choses à la maison, essayer de, au niveau des déchets, d'avoir moins d'impact sur la planète. Donc c'est déjà des débats qu'on avait, en tout cas avec les plus grands. Donc là, après, quand je suis sortie de là, je me suis rendu compte qu'en banlieue parisienne, on était complètement bloqué par rapport aux moyens qu'on avait pour tendre à l'autosuffisance ou moins consommer. Enfin, tout est propice en fait à la consommation. On ne peut rien faire avec les enfants sans sortir un billet de 20 euros. Donc voilà, j'ai abordé les choses comme ça en disant que j'avais envie de dépenser moins d'argent, aussi d'en rapporter moins à la maison, donc ça veut dire de moins travailler, d'être plus avec eux. Parce que je pensais que c'était précieux ces années-là avec eux. Voilà. J'ai été plus dans l'effondrement avec ma grande, qui m'a dit t'inquiète, je serai prête, maman. Ce qui voulait dire me parle pas trop quand même, laisse-moi avoir des rêves et confiance en moi. Que voilà. Et toi, Flo, du coup, est-ce qu'il y a un échange avec Maya sur ces sujets-là maintenant ou est-ce que c'est vraiment le rapport à la terre, à la nature, etc., qui est prépondérant par rapport à la société humaine? Il y a un vrai échange avec Maya, oui, là-dessus, qui émane beaucoup d'elle finalement, plus que de moi. Et ça nous va bien comme ça. Elle est consciente, elle est vraiment très consciente depuis longtemps, j'ai envie de dire, que la planète va mal. Et elle se positionne comme, comment on peut dire, une gardienne, une petite fée de la nature. Et elle veut avoir ce rôle-là. Elle a conscience aussi que c'est pas facile. Donc voilà, elle arrive à l'exprimer et elle essaye, j'ai envie de dire aussi, d'emmener un petit peu les autres à... Même si c'est pas évident parce qu'elle se rend compte aussi de l'image qu'elle renvoie aux enfants de son âge. Parfois, elle a des difficultés, elle se sent un peu à l'écart, elle se sent un peu, je sais pas comment on peut dire, un peu extraterrestre par rapport au groupe. Mais voilà, c'est présent en elle et quand elle le sent, elle en parle et elle l'exprime. Voilà. Du coup, vous avez des parcours de vie un petit peu différents ces dernières années. Toi, Natacha, c'est une rupture peut-être plus franche que toi, où tu as voyagé un peu avec Maya et tu l'as déscolarisée pendant 2 ans. Est-ce que vous pouvez chacune expliquer ces dernières années, quels ont été les rapports avec vos enfants, les rapports par rapport à votre vie justement, et le changement que vous avez aujourd'hui? Moi, j'ai toujours été une maman du côté de mes enfants.
Je pense que mes enfants sont des personnes. Je respecte beaucoup ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Et en même temps, j'ai reproduit des schémas sociaux il faut bien se tenir à l'école, pas, pas trop remettre en cause ce qui est dit. Même si j'avais une histoire de militantisme, mine de rien, des fois dans ce que tu dis, enfin, tu as besoin. Il y a un moment où moi, dans ma vie, j'avais besoin pour me rassurer que mes enfants, à l'école, ça se passait plutôt bien, qu'ils avaient grosso modo leur diplôme. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est forcément appartenir à un modèle, quoi. C'est aussi parce que je suis consciente que on peut avoir toutes les idées individuellement qu'on veut. On fait partie d'un groupe et que c'est plus facile d'être incluse dans le groupe. Et donc d'en adopter les codes. Et ça, c'est rigolo parce que maintenant que je le dis, ça m'apparaît comme... je me suis presque menti à moi-même. Enfin, il y a eu un moment où j'ai adopté des codes qui n'étaient pas les miens, en fait. Et c'est vrai que depuis cet effondrement, ça te permet aussi, au moment où tu es le plus triste, de te dire attends, mais c'est quoi qui me fait triper? C'est quoi dont j'ai besoin? C'est quoi qui me rend heureuse? C'est quoi qui rend heureux mes enfants? C'est quoi qu'ils ont besoin plus tard? C'est des vraies questions de fond, ça chamboule. Voilà, on se rend compte qu'on a fait des conneries aussi. Waouh. Ça va être compliqué. Ouais. Bon, les tracteurs, tronçonneuses, tondeuses ont eu raison de nous. On a dû se déplacer un petit peu. Donc on reprend. On en était à toi, Natacha. Oui. L'effondrement, ça fait se reposer des questions et peut-être se recentrer sur l'essentiel. Ça permet... moi, j'avais rempli des listes, des pages de... j'aime regarder les étoiles, voir voler des papillons. Voilà. Et tout ça, ce qui est assez fabuleux, c'est que quand je suis rentrée dans le jardin de la maison que j'achète aujourd'hui, là, j'aurais pu cocher les petites cases de tout. Et il y a eu un espèce d'alignement personnel ultra fort, un ancrage, de me dire, ça y est, je crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé le lieu où je vais pouvoir faire plein de choses et aller dans le sens que j'ai envie là pour les prochaines années, effondrement ou pas en fait. Après, c'était même plus, c'est rigolo, l'important c'était plus est-ce que ça va s'effondrer, quand est-ce que ça, on s'en fout. Je sais que là, effondrement ou pas, c'est là que je serai bien et que je pourrai me concentrer sur mes besoins et les besoins de mes enfants. Et pourtant, en fait, ce choix change beaucoup la présence de tes enfants parce que tu avais la garde principale, majoritaire à Paris. Ouais. Et qu'en déménageant ici, bah, ça change pas mal. Ça change la donne. Voilà, donc bah déjà, est-ce que tu peux redire combien de fois tu vas les voir par semaine et autres? Et puis, comment tu as pu prendre ce choix, sachant cela? Effectivement, jusqu'à l'année dernière, enfin jusqu'à août, ils étaient avec moi à temps plein. Et à partir de septembre, là, ma grande a quitté le nid et habite chez elle. Et les deux petits, 3 et 10 ans, sont gardés respectivement par leur papa. Et donc moi, je vais les visiter. Pour le moment, une fois par semaine pour faire la transition, parce que je pense que ça va pas être facile et pour eux et pour moi. Donc une fois par semaine, je les vois 4 jours. Enfin, je vois la petite 4 jours, une fois par semaine. Et le grand, 10 ans, Sohan, un week-end tous les 15 jours et la plupart des vacances scolaires. Ouais. Et c'est là tout le paradoxe, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être ultra alignée sur les besoins de mes enfants et que pour ça, j'ai besoin de les quitter. Alors parce qu'ils ont des pères, j'ai pas fait des enfants seuls, donc du coup l'autorité parentale et les décisions se prennent à deux. Et puis en plus j'ai multiplié ça puisque c'est des pères différents à chaque fois. Et qu'aujourd'hui je me sens pas d'imposer quoi que ce soit, de me lancer dans des bagarres judiciaires, etc. pour insister.
pour moi, de toute façon, si c'est le bon choix, il y a un moment de toute façon où ils seront là. Je le sais. Donc, c'est plus facile pour moi aujourd'hui de partir et de chambouler tout, leur vie, voilà, parce que il y a la perspective que cette maison que j'achète, ce soit à un moment donné leur maison, leur refuge. J'ai l'impression de construire le refuge dans lequel ils vont pouvoir se réfugier quand ça sera le moment. Voilà. C'est super dur, hein. Je sais pas si je vais tenir aujourd'hui. C'est l'organisation que j'ai pensé mettre en place. Ça veut dire faire des allers-retours. Je fais 1000 km par semaine pendant au moins les 3-4 prochains mois là. Voilà. Est-ce que ça va suffire à mes enfants? Est-ce que ça va me suffire? Comment est-ce qu'on va gérer ça? C'est plein de soucis et de problématiques que je me pose déjà, que j'essaye de résoudre. Mais en fait, d'abord, j'ai fait le deuil d'être parfaite. Mon objectif, c'est pas d'être parfaite, c'est d'être heureuse. Et je le fais pour eux. Je leur ai laissé une petite lettre que j'ai écrite cet été pour leur expliquer au plus fort de la prise de décision pourquoi est-ce que je faisais ce choix-là. Je me dis que si plus tard il reste un abandon, des questions, pourquoi elle est partie, pourquoi elle a fait ce choix-là, il y aura toujours cet écrit qui a été écrit au moment où je l'ai vécu et au moment où j'ai pris cette décision-là, qui pourra peut-être pour eux expliquer, éclairer, justifier, je sais pas, ce choix-là. Est-ce que les deux petits t'ont dit leur embêtement par rapport à ça? Est-ce qu'ils comprennent ton départ ou pas aujourd'hui? Très bonne question. Mélodie, 3 ans, non, elle comprend pas. Elle n'a pas les armes intellectuelles aujourd'hui pour comprendre. Ce qu'elle comprend, c'est que papa et maman veulent plus vivre ensemble et que du coup, ça donne qu'il y a des moments où elle est seule avec papa et des moments où maman revient. Voilà. Et là-dedans, je vais faire en sorte que ses besoins soient respectés. Sohan, c'est différent, il a eu le choix. On en a parlé longtemps pendant l'été. Je lui ai parlé plutôt de choix de vie. Donc, son père vit à Paris, dans le 13e arrondissement. Donc, la vie chez son père, c'était le skatepark, les copains, le cinoche à 2 minutes, le parc de la Villette en un coup de métro, voilà. Et puis, le choix de vie avec maman, c'était la campagne, les balades en forêt, avoir des poules dans notre jardin, un chien, ce qu'on n'avait jamais pu avoir en appartement jusqu'à maintenant, voilà. Et son choix a été assez rapide. Moi, je crois que j'aime la ville. Et donc, je vais rester avec papa. Je ne sais pas si il a palpé tout de suite que ça voulait dire moins me voir et moins voir sa sœur aussi. Bien évidemment qu'on va rediscuter tout ça tout au long des mois qui viennent, là, de savoir si ça lui convient, s'il faut faire différemment. Et j'adorerais qu'il vienne l'année prochaine au collège à Piégu. Avec Maya, du coup. Et donc, je milite auprès de mon fils. Voilà. À chaque vacances qu'il passera ici, il va en prendre plein les yeux. On va construire des cabanes dans les arbres. On va aller explorer les plantes, voir Nano et Nana, faire du cheval, se baigner dans les étangs, essayer de marquer ce genre de points, quoi. Du coup, transition vers toi, Flo. Ces dernières années, donc, vous étiez à l'étranger avec Maya, elle n'était pas scolarisée. Là, tu viens habiter ici, tu la remets au collège. Tu la mets au collège plutôt, elle entre en 6e. Donc, ouais, est-ce que tu peux expliquer un peu tous ces changements? Eh bien, je vais essayer de répondre au plus juste à ta question et en même temps de rebondir avec ce que disait Natacha. Et ce qu'elle met en place dans sa vie que je trouve magnifique et en même temps avec des difficultés vis-à-vis de ses enfants. Je ne sais pas si moi j'aurais été capable de le faire, de partir loin de Maya.
Mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand on est parti il y a 2 ans à l'étranger pour vivre autre chose, donc là où on a cassé tous nos rituels de vie, on a laissé la maison, on a laissé nos affaires, on a tout changé, on a recommencé à zéro. Il y avait quand même quelque chose de fort qui était là, qui était d'aller à l'essentiel et, et d'éducatif en fait par rapport à Maya, mais par rapport à plein de choses, parce que moi je suis art thérapeute et du coup j'avais aussi ma clientèle que j'ai quittée. Et ce truc fort, c'était juste de montrer l'exemple. Et en fait, je me suis rendu compte que juste faire les choses en fait pour soi, c'était largement suffisant, plutôt que d'essayer d'apprendre, d'essayer d'enseigner, d'essayer de dire certaines choses. Finalement, il suffisait de les vivre soi-même pour inspirer et les apporter aux autres. Et ça a été flagrant quand on est parti à l'étranger. Il y a au niveau de ma clientèle, du coup, c'est vrai que c'était fort. Il y a eu un mouvement incroyable. Ça les a emmenés aussi, en fait. Ça les a aidés à changer. Et c'est ça aussi qui s'est passé pour Maya, en fait. C'est juste, finalement, lui montrer l'exemple en le faisant pour moi, en étant heureuse pour moi et en alignement avec ce que j'aime, la nature, mes convictions, de vivre ensemble, de partager, de faire du troc, tout ça. Finalement, c'est tellement juste pour moi aussi que ça en devient aussi juste pour elle et pour les autres qui nous entourent. Finalement, il y a aussi la famille, les amis. Je vois que ça génère beaucoup de choses chez eux. Et c'est ce que tu fais malgré la difficulté d'aller loin de tes enfants. Je trouve ça merveilleux d'avoir cette force-là, finalement. Et je pense qu'il n'y a rien de plus vrai que d'être juste avec soi-même. Forcément, mais oui, on n'est pas, de toute façon, il n'y a pas de maman parfaite. Mais par contre, juste leur montrer l'exemple, forcément, ça les aidera à un moment ou à un autre. Même s'ils ne le comprennent pas tout de suite, ils le comprendront forcément plus tard. Et ça, c'est juste, je pense. C'est vraiment juste. Et par rapport à la scolarité, pour toutes les deux, on sait que l'école, on sort de l'école peut-être avec des savoirs, mais avec très très peu de savoir-faire. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes dans une démarche justement d'aller plus vers le savoir-faire, vous, personnellement. Alors comment vous faites et quelle est votre perception justement de la scolarité de vos enfants dans l'école de la République? Vas-y, C'est une grande question. tu m'étonnes. La scolarité, pour Maya, c'est pas évident. Ça n'a jamais été évident. Elle en est sortie pendant 2 ans et je pense que c'est ce qui lui a permis aussi, elle, de découvrir ses valeurs. C'est ce qui lui a c'est la période où elle a le plus appris, finalement. Et ça lui a permis aussi de comprendre que, d'accord, l'école qu'on lui propose aujourd'hui, en France, lui correspond pas. Mais finalement, c'est pas si grave. Elle peut quand même, puisqu'elle connaît ses valeurs, finalement, elle peut quand même réussir à s'intégrer, même si elle sait que ça lui va pas et qu'elle n'est pas en accord avec tout ce qu'on lui dit, elle n'est pas en accord avec tous les professeurs, qu'elle aimerait pouvoir intervenir, qu'elle aimerait avoir d'autres contenus. Et ben, c'est pas si grave. C'est-à-dire qu'elle est moins en souffrance vis-à-vis de ça, puisque ces 2 années-là lui ont permis de savoir vraiment qui elle était et ce qu'elle aimait. Donc, tout ça, elle peut le vivre dans sa vie en dehors de l'école, puisque du coup, on y va ensemble. Elle va avoir cette connexion avec la nature, avec des adultes, avec voilà, tout ce dont elle a besoin. Et elle sait qu'elle peut naviguer dans ce système scolaire en étant elle-même, malgré les difficultés, malgré, voilà, il y a des moments où c'est un peu dur, mais bon, c'est moins grave qu'avant, quoi. Parce que le fait d'en être sortie, ça lui a, enfin voilà, elle a pris du recul et voilà. Et y retourner en 6e, là, c'était un choix de sa part, un choix de ta part ou un choix de votre part? C'était un choix de toutes les deux. Parce qu'elle était arrivée quand même à un moment où elle avait envie
de voir tous les jours des enfants de son âge, parce que sortir de l'école, c'est quand même avoir une vie sociale extraordinaire, hein. Alors ça, c'est évident. Il ne faut pas croire que l'enfant, quand il ne va plus à l'école, il n'a plus de vie sociale. Pas du tout, au contraire. Mais par contre, elle rencontrait des enfants, donc souvent des petits ou des plus grands, mais pas toujours de son âge. Et ça lui manquait parce qu'elle avait envie d'avoir une complicité sur certains jeux, certains... Donc ça lui manquait. Donc évidemment, retourner à l'école, c'est avoir dans sa classe des enfants que de son âge, pratiquement. Donc ça, elle en avait besoin. Et puis, elle a 11 ans et elle commence à avoir quand même une demande au niveau du contenu scolaire. Elle demande vraiment beaucoup. Et moi, toute seule, il y a un moment donné, je sature, quoi. Donc, je ne peux pas répondre à toutes ces questions. Je ne peux pas lui apporter autant de temps qu'elle voudrait sur plein de points. Donc, c'était aussi ça, quand même. Alors, le contenu n'est pas toujours approprié à l'école. C'est pas toujours... mais voilà, elle arrive, là, il y a un CDI. Et voilà, déjà en quelques jours, elle a passé beaucoup de temps au CDI. Donc là, elle arrive elle-même à apporter le contenu dont elle a besoin. Et donc ça, voilà. Donc c'était quand même une demande. Alors est-ce que ça va tenir dans le temps? On ne sait pas. On espère que oui. Après, voilà, c'est quelque chose qui se revoit dans le temps. Si on voit à nouveau qu'il y a des souffrances, on reverra les choses. Mais pour le moment, voilà, elle en est... C'est pas évident, mais elle a l'air plus ou moins contente quand même. À toi, Natacha. J'ai 3 enfants et 3 profils différents et ça me fait penser avec l'histoire de Maya que je pense qu'il n'y a pas un enfant pareil. Par contre, on a une seule école. Et on a une seule école ultra normative, ultra idéologique, sauf de s'offrir des écoles alternatives. J'y reviendrai plus tard. Alors moi, c'est très rigolo parce que Marie-Lou... Donc la plus grande. Ma plus grande, exactement. Elle a un parcours de décrochage scolaire. C'est-à-dire que dès la petite section de maternelle, elle avait 3 ans, je disais Marie-Lou, elle n'est pas dans les apprentissages. Et là, moi, dans ma tête de maman, je me disais, mais comment c'est possible qu'une institution décide que cet enfant n'est pas dans les apprentissages, alors que moi, je la vois chez moi. Elle se pose des questions. Quand elle lance un objet par terre, elle va le relancer plusieurs fois pour voir si ça fait toujours le même bruit, si ça tombe toujours à la même place. Elle va se déplacer, elle va mettre une couverture pour voir si ça fait le même bruit quand elle jette l'objet sur... tout ça, je suis désolée, mais c'est des envies d'apprendre, c'est des apprentissages, c'est des méthodes scientifiques. Les bébés sont des scientifiques. Et donc moi, j'avoue que j'ai été en réaction à ça, c'est-à-dire qu'il y avait une école qui disait à ma fille t'es pas dans le moule. Moi, j'en ai rajouté des caisses pour dire t'es extraordinaire, t'es génial, j'adore tout ce que tu fais. Voilà. Du coup, ça a créé une enfant qui a toujours pensé que le système scolaire c'était de la merde, que toutes ces instituts étaient connes, et qui s'est jamais intégrée dans ce truc-là. C'était l'histoire de l'échec scolaire. Même si on a changé plusieurs fois d'études, on a fait des propositions de mise dans des classes pour des billes légers, alors que ma fille est extraordinaire, donc ça ne le méritait pas. Moi, je me suis battue un peu contre cette institution. J'ai insisté pour qu'elle continue tous ses cursus, d'aller jusqu'au bout et tout ça. Et puis, fin de collège, elle m'a dit... j'ai compris que j'aurai pas les profs, que c'est eux qui vont m'avoir, que c'est eux qui décident en fait de où est-ce que je vais aller au lycée, parce qu'ils mettent des appréciations, parce qu'aujourd'hui on a réactivé le petit manuel d'obéissance et où on a un suivi des enfants qui est tellement lourd quand tu passes d'un établissement à l'autre, que les profs ils te connaissent avant même d'avoir fait ta connaissance. Et elle a compris ça en 4e ou 3e, je sais plus, où elle m'a dit je vais faire le minimum. Parce que j'ai quand même envie de faire des choses. Elle veut être sage-femme depuis 8 ans, depuis qu'elle a 10 ans. Donc voilà. Et du coup, elle est passée au lycée sans problème. Elle a eu son bac et là, elle rentre en première année de fac de médecine. Donc c'est une vraie victoire pour moi. Donc ça, c'est Marie-Lou. Sohan,
Swan, c'est un amour ultra conformiste. Il est trop bien dans les règles, dans la structure, dans les choses qui sont imposées, respecter un protocole, nanana. Il adore. Donc lui, l'entrée à l'école, ça a été le pied total pour les maîtresses et pour lui. Et donc, depuis le début, je ne fais aucun effort. C'est-à-dire, je suis ce genre de maman qui ne dit jamais à ses enfants de faire les devoirs. Et parce que ça m'emmerde, ça empiète sur mon temps privé. Et j'ai pas, moi, à faire le boulot des instits chez moi. Et en plus, ça me pose un problème discriminant pour les mamans qui n'ont pas le bagage culturel ou intellectuel pour faire les devoirs avec leurs enfants. Donc, je ne fais jamais les devoirs avec mes enfants. Et Swan, j'avais pas besoin de le mettre au devoir. C'est lui, en rentrant, après le goûter, bon, bah, je fais mes devoirs, hop, hop, hop. Voilà, donc là, bah, lui, il est dans le système et il y est trop bien. Donc, après, grand bien lui fasse. Je le félicite pour tous ses carnets qui sont fabuleux. Et puis, voilà. Et la petite dernière, Mélodie, 3 ans, bah, elle, c'est une extraterrestre. Mélodie, elle reconnaît les couleurs, elle sait compter et reconnaître les lettres depuis 1 an déjà. Donc elle avait 2 ans. C'est-à-dire c'est ce qu'ils font en section de maternelle, en petite section de maternelle. Donc ça fait 1 an que je me dis c'est pas possible, je peux pas la mettre à la maternelle, elle va arriver, elle va s'emmerder, elle va être à côté de la plaque et voilà. Et du coup, mon projet d'arriver ici, et si j'étais autant alignée ici, c'était aussi parce qu'il y a non loin l'école des Girafons qui propose des pédagogies alternatives nouvelles, beaucoup axées sur l'écoute de l'enfant, la participation de l'enfant, le rendre acteur, la communication non violente. Qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit à l'enfant avec des mots là, ce qui sort de la bouche de l'adulte pour l'intégrer, lui donner confiance, le faire adhérer aux apprentissages, etc. Ça, c'était vraiment très, très important pour moi. Et donc, voilà, mon envie d'aménager ici, c'était parce que je pensais que j'avais trouvé l'école qui irait très bien à ma petite Mélodie. Voilà. L'histoire en a décidé autrement. Le papa a décidé de la garder avec elle, mais du coup, il a gardé ce projet-là. Elle rentre en école Montessori, là. Et ça se passe plutôt bien et heureusement que c'est une école Montessori parce que les 15 premiers jours déjà me montrent que dans une classe avec 30 élèves, elle n'y aurait pas encore trouvé sa place, c'est une certitude. Donc ici, on est à la commune Imaginée du Bandia, où on a un travail sur les communs, où voilà, on essaie de partager les ressources, partager les savoirs, les savoir-faire, etc. Et du coup, on a eu une discussion intéressante hier que je voulais reprendre aujourd'hui sur l'éducation des enfants. Est-ce que ça doit être réservé à ses parents? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou est-ce que cette éducation peut être partagée avec un collectif de personnes, une communauté autour voilà. Est-ce que je pourrais avoir votre avis dessus en tant que maman? C'est absolument terrible parce que tous les gens que tu croises ont un truc à te dire sur tes enfants. Et tous les gens ont un présupposé en éducation, un truc qu'ils ont entendu, soit transmis par la grand-mère, la mère, la société, la dernière émission sur TF1 qu'ils ont vue. Donc, en termes d'éducation, tu peux pas croiser une personne qui n'a pas un truc à te dire, quoi. Et le vrai boulot de la mère, c'est de savoir qui a le droit ou non d'influencer ton enfant. et de quoi tu te laisses influencer ou non. Donc pour moi, la vie en communauté, c'est le fait de pouvoir sélectionner les gens qui peuvent intervenir auprès de mon enfant. Et ça n'a pas de prix parce que honnêtement, voilà, j'ai toujours saturé des gens qui ont des choses très normatives pour les enfants et qui croisent ton môme à 4 ans qui a une tétine dans la bouche. Ah, mais t'es trop grand pour porter une tétine. Et tu te dis, mais d'où, en fait voilà. Donc, l'idée de choisir une communauté, c'est peut-être de s'assurer que juste sur des trucs comme ça, basiques, l'éducation, on va être d'accord, quoi. Et après, moi, il y a un vrai constat que c'est évident que seule, je ne suis pas capable d'élever correctement mes enfants. Je n'ai pas les armes. Ils sont trop gourmands, ils ont trop de besoins. Donc, il faut d'autres gens. Alors, quand il y a l'école et qu'il n'y a que l'école, en fait, tu donnes une partie de l'autorité et de l'éducation de tes enfants à l'école. Ils y passent plus de temps qu'avec toi. Quand ils passent 8 heures à l'école, toi, tu les récupères pour 3-4 heures le soir. Donc, il y en a certains qui lèguent cette partie d'éducation à la télé et aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est les babysitters virtuels les plus efficaces. Hein. Elles ne sont pas très chères.
Et voilà. Donc le choix de la communauté, pour moi, c'est indispensable. Ben oui, moi c'est pareil, enfin, je te rejoins aussi beaucoup là-dessus, c'est sûr. Euh, j'ai eu Maya, j'étais assez jeune, j'avais 21 ans, et de toute façon, j'ai jamais eu ce sentiment de ma fille m'appartient. Non, Maya, c'est un enfant du monde. Et, euh, et elle apprend autant de moi que des autres, que de la nature, que des animaux. Souvent des animaux. Mais voilà, moi j'ai toujours laissé Maya apprendre avec plein d'autres personnes, même parfois avec des personnes avec lesquelles j'étais pas tout à fait d'accord. Mais voilà, c'est la vie, donc elle sera toujours dans toute sa vie en lien, enfin en lien, pas forcément en lien, mais elle rencontrera toujours des gens avec lesquels elle sera pas forcément d'accord. Donc c'est aussi un moyen pour elle de s'affirmer, de dire comment ça, j'ai pas l'âge d'avoir une tétine, et alors ben voilà, je me dis que finalement si elle arrive elle-même à se défendre là-dessus, c'est mieux que plutôt que ce soit moi qui intervienne. Donc voilà, donc Maya l'a toujours appris beaucoup avec mes amis, avec ma famille, avec les gens qui l'entourent. En effet, c'est vrai que le rôle de l'école sur son éducation, c'était pas évident parce que j'avais l'impression que c'était pas juste par rapport à Maya et c'était beaucoup de souffrance, ouais, elle revenait de l'école avec beaucoup de souffrance, donc ça lui parlait pas. Donc il fallait vraiment que je l'entende là-dessus et que du coup on change de route, on change de mode de vie pour qu'elle ait justement cette éducation de tout le monde, mais juste par rapport à elle. Donc en effet, la communauté, entre autres la communauté du Bandia, parce qu'il y en a d'autres finalement avant ça. À Malte, on a été finalement aussi dans d'autres communautés avec plein de gens. Elle a joué avec plein de musiciens, elle a fait des bœufs incroyables où elle était toute seule là-dedans et c'était super, elle apprenait de tout le monde. Et donc arriver ici et pratiquement sans vraiment lui expliquer finalement, elle est arrivée mais tellement spontanément vers vous, enfin voilà, c'était juste. Et on le voit, c'est juste pour elle et elle apprend de tout le monde. Et même s'il y en a qui se trompent, et ben, c'est pas grave, parce que moi aussi je me trompe et je m'excuse auprès d'elle. Et hier, il y a quelqu'un qui s'est trompé, qui était là, oh, pardon, ben, je vais faire attention. Et voilà. Et du coup, c'est Maya maintenant qui s'est exprimée. Attention là, attention à ce que tu dis, tu vas un peu trop loin. Bon, ben voilà, c'est parfait. Et du coup, c'est pas que moi. Donc ça, c'est... Je pense que c'est le bon endroit qu'on a trouvé en tout cas. Tout à l'heure, en parlant du thème de l'émission à quelqu'un, il m'a répondu Oh, pourquoi tu veux parler du rôle de la maman et pourquoi pas du rôle du parent voilà, en rapport avec l'effondrement. Et donc, on en a discuté un tout petit peu avant le début de l'émission. Est-ce que vous pouvez redire, là, face caméra, ce que vous vouliez dire sur voilà, est-ce que c'est bien de faire une émission sur le rôle de la maman ou est-ce qu'il aurait fallu faire une émission sur le rôle d'un parent dans cette situation? Vas-y, j'ai beaucoup parlé. Oui, j'aime bien ce que tu as à dire sur ce sujet-là. Bah, je pense que c'est deux choses différentes pour moi. Le rôle de la maman, c'est une chose. Mais ça a son importance, ça a une parole qui est prépondérante, surtout peut-être en ce moment. La voix du papa, elle a aussi son importance, mais c'est la voix du papa qui est encore autre chose. Et la voix finalement des parents, c'est encore pour moi autre chose. Et puis j'ai envie de dire, et la voix des enfants, parce que si Maya était là, si tes enfants étaient là, ce serait donc je pense que tu as encore plein d'émissions à faire derrière. Voilà, tu as du boulot. Alors moi, j'aime pas du tout l'expression parentalité.
parce que ça a l'air de mettre sur le même niveau la mère et le père. Je pense que c'est une erreur grossière, psychologique, sociologique et éducative. On n'apporte pas la même chose si on est parent, si on est justement parent, ça ne veut rien dire, si on est mère ou si on est père, et on n'apporte pas la même chose si on est tonton, tata, marraine, copain. Il se joue d'autres choses, il y a d'autres enjeux pour l'enfant, il ne se développe pas les mêmes choses, c'est pas le même lien de confiance. Voilà, donc je pense que parler des mamans, c'est pas mal, et ça nie pas le rôle du père. Faire une émission sur les papas, pourquoi pas, s'il y en avait plus ici qui viennent avec leurs enfants, ça serait un super sujet d'émission que je regarderais avec beaucoup de sérieux. Voilà. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est des mamans qui sont là, et puis il ne faut pas être parentalité à tout prix, en fait. Ça sert à rien. Et enfin, donc, une petite dernière question, mais qui a son importance. Vous êtes un profil atypique, dans le sens où vous avez déjà passé ce cap de transitionner. Il y a beaucoup de mamans sûrement qui ont connaissance de l'effondrement, mais qui n'osent pas, ou qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas, ou je ne sais pas. En tout cas, qui ont du mal à faire ce changement, peut-être. Donc, est-ce que vous auriez des conseils ou des choses à dire sur go allez-y. Écoutez vos enfants. Ouais. Je crois que c'est une belle phrase, ça. Écoutez vos enfants. Je pense qu'ils ont tout à dire là-dessus. Et si on les écoute, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Il n'y a plus qu'à mettre en place la logistique technique. Et puis c'est parti. Alors, logistique technique, c'est peut-être ça qui est le plus effrayant. C'est vrai que... alors moi, pas vraiment, mais parce que j'ai jamais été ce type de femme, mais je sais que dans mon entourage, voisins ou amis ou collègues, les vies de famille pour les femmes, parfois elles sont ultra cadrées, ritualisées, bordées, parce que quand on a 1, 2, 3 enfants et qu'on travaille, y a le planning de la babysitter, il y a les activités, donc qui va les chercher à l'école, qui les emmène aux activités, des choses comme ça qui sont établies. Et des fois, ça peut paraître insurmontable de détruire tout ça et d'essayer de reconstruire ailleurs. Alors en fait, le changement est très problématique pour l'espèce humaine. Ça pose tout un tas de problèmes. Il faut faire le deuil de ce qu'on quitte pour pouvoir investir la suite. Donc écoutez vos enfants et puis écoutez-vous. C'est-à-dire que moi, à ces copines-là, je leur dis, mais finalement, ta vie, elle est bien réglée, comme du papier à musique, et grosso modo, le lundi, tu sais ce que tu fais, le mardi, tu sais ce que tu fais. Mais sinon, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ça te satisfait? Est-ce que tes enfants ont l'air d'y prendre du plaisir? Et là, effectivement, quand tu vas sur des questionnements comme ça, c'est moins évident. Ça roule, mais est-ce que les besoins primordiaux sont réunis? Voilà. Donc peut-être que se questionner, s'écouter et écouter ses enfants. Super, merci beaucoup. Natacha, Flo. Merci à toi. Merci, et puis bon courage dans cette nouvelle aventure. Ouais. Pour passer au niveau suivant, cliquez sur le rond central, puis sur s'abonner. Vous pourrez ensuite visionner l'un des 2 épisodes proposés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et commenter pour aider la chaîne. À bientôt!